On va voir trois choses pendant ce petit cours d'une heure. Tout d'abord, le bilan et les comptes de résultats. Ensuite, les SIG, après FR, BFR. C'est les trois grandes parties du cours de gestion financière. Et en gros, notre professeur, je sais pas pour vous, mais nous, en gros, elle nous a dit en gros ce qu'il y aurait dans le DE. Et du coup, il y aurait trois exercices. Et du coup, un sur le bilan et le compte, un sur le bilan, un sur les SIG et un autre sur le FR et BFR. Je vais y revenir plus en détail dans la suite du cours, mais voilà, en gros, c'est ça qu'on va voir. Donc d'abord, le bilan et le compte de résultat. Euh, Alors pour le bilan, il est séparé en deux. Voilà, il y a la structure du bilan. Il est séparé en deux catégories. On a l'actif et le passif. Et généralement, l'actif égale le passif. Enfin, généralement toujours. L'actif est toujours égal au passif. Quand vous faites la totalité de chaque fois c'est égal, c'est la même chose. Et en gros, l'actif, ça va représenter ce que l'entreprise possède, et le passif, ça va représenter ce qu'elle a besoin pour financer ce qu'elle possède justement. Donc dans l'actif, il y a l'actif immobilisé, l'actif circulant, et passif, il y a les capitaux permanents plus les dettes circulantes avec les trésoreries. Alors, on a d'abord les immobilisations. Donc les immobilisations, c'est ce que l'entreprise achète pour achète comme physique, donc ça peut être des locaux, ça peut être des machines, etc., du mobilier pour son activité. Et donc on peut retrouver trois types d'immobilisation: immobilisation intercorporelle, immobilisation corporelle, immobilisation financière. On a aussi les stocks et les créances et activités. Ah oui, au fait, aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper et à me poser la question et j'essaierai d'y répondre. Donc, on a les stocks et créances activités, comme je disais. Enfin, activité, j'ai jamais vu d'exemple avec activité dedans. Mais en gros, on a les stocks et les créances. Les stocks, c'est ce que l'entreprise possède en stock. Et les créances, en gros, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est l'entreprise par exemple, qui vend un produit et le client, il veut acheter ce produit, mais il utilise un crédit justement pour acheter le produit. Et donc, du coup, il a un certain temps avant d'acheter le produit. Et ensuite, on a la trésorerie qui représente littéralement l'argent liquide, ce que possède l'entreprise. Je vais y passer rapidement sur le bilan et tout ça parce que c'est dans le DE, on vous donnera juste les, ce qu'il faut mettre dans le bilan, il faudra juste le remplir. Il n'y aura rien à calculer, juste ce qu'il faut remplir, comme un peu le TD1. Il faut juste savoir où va où, en gros. Après, au niveau du passif, on a les capitaux propres. C'est ce que l'entreprise a immobilisé au début, niveau argent pour son activité. Et après, les emprunts, c'est ce qu'elle a emprunté au niveau de la banque, voilà, pour niveau argent. Donc, ça représente les capitaux permanents. Et il y a aussi le résultat. C'est pas affiché dans le cours, mais dans cette catégorie-là, parce que à chaque fois, faut bien le discerner. Dans le tableau, c'est divisé en trois catégories, dans l'actif et dans le passif. Et dans cette catégorie-là, des capitaux permanents, il y a le résultat aussi dedans, le résultat de l'entreprise, ses recettes. Et après, en dessous, on retrouve les dettes et les dettes. Donc, c'est tout ce qu'elle a comme dette. Donc, c'est plus un moyen terme, c'est plus court terme, des dettes court terme, que les emprunts, c'est plus long terme au niveau du remboursement. C'est pour ça qu'on met les emprunts ici et les dettes ici. Et ensuite, la trésorerie, c'est au niveau des découverts. Si elle a dépassé sa trésorerie, c'est des découverts qu'elle a besoin de rembourser un peu. C'est comme si on était à moins 100 euros ou moins 500 euros sur son compte bancaire. Ensuite, du coup, on a un exemple ici du bilan. J'ai pris un exemple du TD, un des plus complets, on va dire. Donc, on retrouve bien ici les immobilisations. Donc, ouais, c'est bien divisé on voit bien que c'est divisé en catégories. Donc là, on a la catégorie des immobilisations. Ici, la catégorie des stocks et des créances. Et ensuite, la trésorerie en bas. On voit que c'est bien séparé. Ici aussi, la catégorie des capitaux, avec les dettes, et la catégorie là, c'est dettes financières long terme. C'est un peu comme des emprunts, mais vu que c'est long terme, on le met là. Et là, c'est toutes les dettes court terme ici, et après la trésorerie avec les découvertes bancaires. Et donc, on voit bien le résultat ici, qui peut être négatif ou positif. Avec le total à chaque fois dans l'actif et dans le passif. Et on voit bien qu'ils sont égaux.
Donc quand vous remplissez un bilan, faut toujours faire attention à ce qu'au final le total soit égal. C'est ce qui dit en gros que vous avez bien rempli le bilan. Donc le compte de résultat, j'y passais rapidement dessus vu qu'il sera pas ODE normalement, parce qu'elle a dit notre prof. Donc le compte des résultats est divisé en deux. On a d'un côté les charges et d'un côté les produits. Donc les charges, c'est tout ce que en gros l'entreprise va devoir payer. Et les produits, c'est tout ce qu'elle génère. Donc on y retrouve les charges d'exploitation. L'exploitation, c'est au niveau de son activité. Après les charges financières, donc littéralement au niveau des finances. Les charges exceptionnelles, c'est vraiment des charges qui arrivent très rarement. C'est vraiment exceptionnel, c'est rare. C'est pas prévu en gros. Et après, on y retrouve aussi l'impôt sur bénéfice, qui est toutes les entreprises, et le résultat de l'exercice, et enfin le total. Donc dans les charges, il y a aussi l'impôt, et il faut bien faire attention à ça, l'impôt et le résultat de l'exercice. Et après, dans les produits, pareil, produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels, et le résultat. Donc dans les charges, c'est le résultat, c'est le bénéfice, et dans les produits, le résultat, c'est les pertes. Et après, on a le total général. Donc normalement, j'ai pas mis de... Ouais, non. Donc voilà, charge d'exploitation, j'ai mis un peu en gros tout ce qu'il y avait ici. Je vous donnerai le PDF de cette fiche. Je vous le mettrai sur Discord dans le salon pour que puissiez y avoir accès. Donc en gros, il y a achat de matières premières, marchandises, variation des stocks. Les variations des stocks, j'y reviendrai après. Achat de fourniture, charges de personnel, taxes et impôts. C'est pas les taxes, taxes et impôts, c'est pas les impôts sur bénéfices, c'est autre chose. Et les amortissements aussi, elles font partie des charges d'exploitation. Après, charges financières, intérêts d'emprunt, escompte accordé au client et charges exceptionnelles, pénalités allemandes. Donc c'est vraiment des trucs qui sont pas prévus. Par ici, produits d'exploitation, vente de marchandises, production de l'entreprise, produits annexes de l'entreprise, produits financiers, dividendes sur actifs financiers, intérêts de prêt, escompte obtenu. Et là, on a un petit exemple de compte de résultat. Donc, charges d'exploitation, charges et produits, pardon, après avec l'exploitation financière exceptionnelle. Pareil ici. Donc, comme avec les exemples, on retrouve ici, là, avec les variations de stock, tous ces trucs-là, charges financières, intérêt sur emprunt, et enfin, avec exploitation financière exceptionnelle, on a bien participation des salariés et impôt sur les bénéfices. La participation des salariés, en gros, c'est une somme d'argent que l'entreprise est obligée de... Elle est une entreprise de plus de 50 employés, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est obligée de verser à ses employés. Je sais pas si c'est chaque année ou pas. Et c'est la loi, c'est dans la loi, et c'est une somme qu'elle est obligée de verser à ses salariés du coup. Et du coup, on trouve bien un total de charges, de produit, avec le résultat et le total général. Parce que du coup, le total produit n'est pas forcément égal au total de charges. Parce qu'en gros, on a les charges, mais en plus, on a les résultats dedans, qui est bénéfice. Et là, dans ce cas-là, le total général, total des charges est égal au total des produits. Est-ce que je suis pas allé trop vite? Est-ce que vous avez compris jusque maintenant? Ou est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose en détail? Bon, bah, je pense que c'est bon, s'il y a pas de Là, réponse. c'est bon, c'est bon. Ouais, merci. Donc après, oui, amortissement, avant d'aller sur les SIG, on a les amortissements. Donc là, on a le tableau qui explique très clairement, j'ai le repris du cours, ce que c'est. Donc en gros, les amortissements, c'est pour prévoir un peu l'usure d'un matériel. Et, et en gros, voilà, par exemple, on vous donne un exercice d'amortissement. Je pense pas qu'il y en aura au DE, mais au cas où, je l'ai mis. Par exemple, on vous demande de faire l'amortissement 50 000 euros sur 5 ans. En gros, chaque année, vous allez baisser 10 000 euros. Il y a une valeur d'origine, qui est 50 000, l'amortissement annuel de 10 000 euros, et après l'amortissement cumulé, donc 10 000, 20 000, 30 000, ainsi de suite, et la valeur nette comptable. C'est celle-là qu'on va mettre dans le bilan, au niveau de l'amortissement. Enfin, c'est plus celle-là. Parce que c'est marqué ici, ça c'est la valeur nette. Enfin, je sais pas, de toute façon, on vous le donne si on vous demande de remplir le bilan, on vous donne la somme d'amortissement à mettre directement. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Donc ensuite, on a les SIG. Donc les SIG, en gros, c'est une partie importante. Faut bien les voir parce que je pense que ce sera l'exercice qui sera le plus noté.
vu que en gestion financière, chaque année, ils sont très pointus sur tout ce qui est analyse des cycles généralement et aussi du bilan et du compte de résultat. Donc ce sera des SIG à analyser. On vous les donnera, il n'y aura pas besoin de les calculer. Donc normalement, il n'y a pas besoin de retenir les formules. Et en gros, ce sont les soldes intermédiaires de gestion. Et ça permet de comprendre la formation du résultat net, comment on l'a obtenu, d'où vient l'argent, comment on a gagné l'argent, et ainsi de suite. Donc, dans les SIG, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même. Donc on a les indicateurs d'activité, les indicateurs de résultats. Donc les indicateurs d'activité, c'est vraiment ce qui représente notre activité de l'entreprise, et les indicateurs de résultats, c'est comment on a obtenu notre résultat avec à la fin le résultat net. C'est vraiment tout l'acheminement pour le calcul des SIG. Normalement, quand on calcule les SIG, d'abord on passe par le chiffre d'affaires, la marge commerciale et la production. Ça dépend du type d'entreprise dans lequel on est. Ensuite, avec ça, on calcule la valeur ajoutée. Puis on va sur l'excédent brut d'exploitation, le BE. Après, le résultat d'exploitation et ainsi de suite. Jusqu'au résultat net. Donc, même si on n'a pas besoin de retenir les formules, je les ai quand même mises ici. Parce qu'au moins... Excuse-moi Ouais, ouais, dis-moi. de te couper. Non, non, On t'inquiète, y n'a a pas de pas souci. besoin on n'a pas besoin d'apprendre les formules, le TE, c'est ça que tu dis? Bah, de ce que j'ai compris, oui, c'est ce que nous a dit notre prof, en tout cas. C'est pas forcément une source sûre, mais elle avait le DE devant elle, le sujet du DE devant elle. Et elle nous a dit que, clairement, le deuxième exercice, ce serait l'analyse des signes et qu'on n'aurait pas besoin de les calculer, qui seront directement donnés. D'accord. Il Ok, faudra, en gros, merci. faudra juste les analyser. Ok, ok, merci. Mais après, je peux pas le garantir, j'ai pas vu le sujet, c'est notre prof qui nous l'a dit. Donc, alors, mais du coup, ouais, j'ai quand même mis les formules, si vous voulez les apprendre aussi, mais après aussi pour savoir au moins comprendre comment on obtient les sigles. Donc d'abord, on a la marge commerciale. Et la marge commerciale, c'est pour les entreprises de négoce. Les entreprises de négoce, c'est celles qui vont faire de l'achat et de la revente. Elles vont acheter des matières premières et les revendre à un prix plus cher. Et c'est là qu'elles vont se faire de la marge commerciale dessus. Donc en gros, c'est juste la vente de la marchandise, moins le coût d'achat des marchandises, et on trouve la marge commerciale. Ensuite, on a la valeur ajoutée. J'ai marqué ce que ça représentait. Donc que ça mesure la valeur que l'entreprise, la valeur des biens et que la valeur qu'elle gagne. Donc en gros, c'est la production ou la marge commerciale ou les deux. Ça dépend de l'activité, hein, encore une fois. La production, en gros, la production, ça va être sur une entreprise de production. Euh, Dans le sujet, vous aurez, par exemple, si vous avez une somme sur la production, vous savez que c'est une entreprise qui produit des matières premières. Et puis le chiffre d'affaires, généralement, c'est soit la marge commerciale. Non, quand c'est de la marge commerciale, le chiffre d'affaires, c'est juste la vente totale de ce qu'ils ont fait. Et la production, pareil, chiffre d'affaires, c'est la vente de toute la production. Donc, on a la valeur ajoutée. Euh, oui, voilà. Et du coup, voilà, c'est ça. Production plus marge commerciale, moins la consommation provenance des tiers. Euh, c'est pas... Là, ici, dans l'exemple, ici, on vous donne directement consommation provenance des tiers. Mais encore une fois, normalement, il n'y aura pas besoin de calculer la VA, la valeur ajoutée. Ensuite, on a l'EBE. Donc, c'est un indicateur de la politique financière de l'entreprise. Donc, ça sera la valeur ajoutée. Donc, comme dans le schéma, on descend à chaque fois. Une fois qu'on a un truc, on peut calculer l'autre. Donc, c'est la valeur ajoutée, plus les subventions d'exploitation. C'est des trucs, des subventions que l'État donne à des entreprises, moins les impôts et taxes, et moins les charges de personnel. Mais c'est plus celui-là qui est important dans le BE. Ceux-là, ils sont généralement pas très importants. C'est plus les charges de personnel. Comment, avec la valeur ajoutée, comment on représente les charges de personnel par rapport à la valeur ajoutée. Et par exemple, dans l'exemple ici, voilà, on a les trois ici, et on a le BE en dessous. Et donc, du coup, ce sera la valeur ajoutée, plus les subventions d'exploitation. Donc là, par exemple, l'entreprise n'en a pas eu. Mais généralement, elles sont pas très grandes, hein. Et moins les impôts, les taxes. Je pense que impôts et taxes, ça représente sur les produits. Ça représente pas l'impôt sur le bénéfice, vu que c'est totalement différent. Et surtout les charges de personnel, on voit que c'est les plus importantes ici. Et du coup, c'est ce qui va être le facteur le plus important dans l'MBE. Ensuite, on a le résultat d'exploitation. C'est la performance de l'entreprise indépendamment de la politique financière fiscale. Donc c'est l'EBE.
moins les dotations aux amortissements et provisions, plus les reprises de provisions. C'est ici dans l'exemple, c'est pas du tout celui qui est dans la formule. Ici dans l'exemple, c'est les dotations aux amortissements. Ah si, c'est ça, dotations aux amortissements. C'est par rapport aux amortissements, pardon. Et donc du coup, on a le résultat d'exploitation, c'est le BE moins les amortissements. Si je ouais, c'est ça. Après pareil pour le résultat courant, c'est, le résultat d'exploitation moins, le résultat financier. Enfin le ouais, c'est ça. Moins plus produit, moins charge financière et donc du coup résultat financier en gros. Et ce qui nous donne, le résultat courant. Ensuite, le résultat net, c'est le résultat courant plus tout ce qui est exceptionnel, enfin moins, vu que produit, moins charge, ça va donner quelque chose de moins, généralement. Enfin, ça dépend de comment c'est. Mais c'est moins le résultat exceptionnel, qu'il soit positif ou négatif. Moins les impôts sur les sociétés et moins la participation des salariés. Donc, comme on peut voir sur l'exemple, c'est bien ce qu'il y a ici, avec l'impôt sur le bénéfice et la participation des salariés. Et en gros, DE, moi, ce que je pense qu'ils nous demanderont de faire, on aura un tableau comme ça, et peut-être il faudra calculer les pourcentages d'évolution chaque année. Et en gros, il faudra dire, par exemple, la valeur ajoutée a augmenté de temps ou diminué de temps, le BE a diminué de temps ou augmenté de temps, et à chaque fois sur les SIG. Et dire, et analyser en gros. À quoi c'est dû? Peut-être à des charges de personnel élevées. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu, par exemple, avec le BE. Si on voit que le BE a diminué, peut-être c'est dû à une augmentation de charges de personnel. Et ainsi de suite, sur le reste. Peut-être sur les prêts aussi. Donc, celui qui fait, par exemple, parce que là, il n'y a pas d'un, il n'y a pas d'exemple d'emprunt, ah si, intérêt sur les emprunts, voilà, justement. Résultat courant. Si on peut voir que le résultat courant a vraiment diminué, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple, mais on imagine, si le résultat a vachement diminué, ça peut peut-être être dû à des emprunts plus grands, à des intérêts d'emprunt plus grands, ce qui veut dire qu'on a emprunté pour financer d'autres choses, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut vraiment analyser et jouer justement avec les trucs. C'est pour ça, j'ai mis les formules, mais pas forcément les apprendre, mais plus savoir comment se former les signes, en gros. Et puis le résultat net, c'est vraiment le résultat, ce que gagne l'entreprise à la fin. Ensuite, j'ai mis ici la capacité d'autofinancement. Je pense pas qu'ils la mettront dans le SIG, mais c'est possible. Et par exemple, dans le TD2, on a eu, en dessous du résultat net, il y avait marqué CAF. Et en gros, dans le cours, c'est ça la formule. Et c'est l'entreprise, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir s'autofinancer. Capacité d'autofinancement, littéralement. Et en gros, c'est le BE. Là, il y a marqué ça, mais on n'a jamais vu cet exemple dans les TD. Et l'exemple qu'on a vu dans les TD, justement, c'était le résultat net plus les dotations d'amortissement, plus les dotations provisoires. En gros, on avait deux lignes comme ça, et la CAF, c'était ça, la formule. Donc ça prenait le résultat net, et ça prenait en considération aussi la politique d'amortissement. Donc en gros, voilà, sur les SIG, c'est vraiment, faut savoir comment est formé, pour quelle activité. Donc marge commerciale, c'est plus pour des activités de négoce. Production, c'est pour vraiment de la production, comme par exemple pour une entreprise qui fait pour de la ferme. Et, et après, le chiffre d'affaires, ça s'applique aux deux. La marge commerciale, c'est que pour le chiffre d'affaires, c'est le total des ventes. Et pour la production, c'est le total des ventes aussi. Le chiffre d'affaires, c'est tout le total des ventes. Voilà. Puis il faut toujours savoir comment c'est formé et comment les analyser. On verra après les TD pour voir si vous voulez. On pourra parcourir quelques corrections. Je mettrai les corrections aussi des TD que notre prof nous a donné, si vous en avez besoin ou si vous les avez pas. Donc c'est bon, je suis pas allé trop vite. Vous avez pas de questions jusque maintenant? Ou est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose? Bon, bah, ça doit être bon alors. Ensuite, troisième partie, on a le FR et le BFR, c'est le fonds de roulement et besoin de fonds de roulement. Donc avant de voir ces deux indicateurs, faut voir le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, c'est super simple, en gros, c'est juste le bilan normal qu'on a vu en haut. Bilan, si je dézoome juste en haut, là, celui-là qu'on a vu. Sauf qu'on change les termes un peu.
Donc en gros, l'actif va devenir les emplois et le passif va devenir les ressources. Donc les emplois, pourquoi emploi? Parce que c'est ce qu'on va employer dans notre entreprise, parce que l'actif c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Donc les emplois, c'est ce qu'on va employer. Et pareil, les ressources, c'est parce que passif c'est ce qu'on a besoin, les ressources c'est littéralement ce qu'on a besoin. Donc tout ce qui va devenir les immobilisations va devenir les emplois stables. Les capitaux propres et les dettes ça vont devenir les ressources stables. L'actif circulant va devenir les emplois stables. Ici, il y a marqué circulant, mais c'est une erreur. C'est pour ça que j'ai écrit stable par-dessus. Je sais pas si vous voyez bien. En gros, c'est emploi stable. Emploi circulant, pardon. J'ai mal noté. Je le corrigerai plus tard. Emploi circulant. Ah ben oui, c'est ça, ils sont pas trompés. C'est moi, j'ai mal lu. Pardon. En gros, les actifs circulants vont devenir les emplois circulants. Ici, actifs circulants, c'est dans le, ils nous ont noté ça comme ça, mais en gros, c'est tout ce qui est créances et stocks vont devenir les emplois circulants. Et pareil, ici, tout ce qui est dette court terme vont devenir les ressources circulantes. Après, trésorerie reste la même. Donc ça aussi, j'ai mis ça, c'est important. Une entreprise est équilibrée financièrement si les emplois stables sont financés par les ressources stables. Si nos immobilisations sont financées par nos capitaux propres et nos emprunts, nos dettes financières long terme, eh ben on peut dire que l'entreprise est équilibrée financièrement. Donc, les fonds de roulement. Les fonds de roulement, c'est simple, la formule. Là, ici, il faut connaître les formules. Parce que dans l'EDE, d'après notre prof, on va devoir les calculer. Donc peut-être on nous donnera un bilan comptable ou un bilan fonctionnel, je sais pas. Mais si on nous donne un bilan fonctionnel, bah tant mieux, il faudra juste calculer ça. Et sinon, si on nous donne un bilan comptable, si on demande précisément de faire un bilan fonctionnel, bah faudra faire le bilan fonctionnel. Après, si on ne demande pas précisément, vous pouvez calculer le BFR avec le bilan comptable, c'est possible, si vous savez de quoi il constitue. C'est littéralement la même chose, juste on change les termes. Soit vous pouvez passer par le bilan fonctionnel aussi, et après calculer le FR. Alors, FR, c'est ressources stables moins plan stable. Donc c'est toutes nos immobilisations, moins les capitaux propres et les dettes financières. Donc là, j'ai marqué ce qui nous renseigne, sur quoi ils nous renseignent. C'est important de savoir ça parce que peut-être ils nous demanderont d'analyser aussi. Parce qu'en gestion financière, comme j'ai expliqué pour les SIG, ils sont très pointus sur l'analyse des données. Donc les fonds de roulement. Et après, les besoins en fonds de roulement, c'est les emplois circulants moins les ressources circulantes. Donc ici, nos stocks et nos créances moins les... Donc oui, pour les FR, pardon, j'ai dit n'importe quoi. J'avais dit les emplois stables. C'est les ressources stables, donc c'est les capitaux propres moins les dettes financières, plus les dettes financières long terme, moins nos immobilisations, pardon. J'avais inversé. Et là, BFR, besoin en fonds de roulement. Donc c'est nos stocks et créances moins les ressources clientes. Donc pour retenir, moi ce que j'utilise, c'est pas mal. Donc si le FR c'est les ressources, donc FR c'est de ce sens-là, faire une flèche de ce sens-là. Attends, si je prends la tablette, euh, peut-être avec du rouge, ça se verra mieux. Donc FR, c'est de ce sens-là. Donc ressources stables moins emploi stable. Et BFR, c'est l'autre sens. Emploi circulant moins ressources circulantes. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour... je me retiens que le FR, c'est de ce sens-là. Et je sais que automatiquement que le BFR, ça va être de ce sens-là. C'est le sens inverse. Donc, le BFR, besoin en fonds de roulement, bah, c'est littéralement le besoin en fonds de roulement. C'est notre besoin en fonds de roulement qu'on a calculé juste au-dessus. Et donc ça reflète sur la politique d'achat, la politique de production et la politique de vente. Parce qu'on a les créances et les stocks. Donc ce qui est bien pour un BFR, c'est de toujours réduire nos créances clients, les dates, de paiement des créances clients, et d'allonger les dettes, nos dettes fournisseurs. Euh, pour les stocks, pareil. Attendez, je regarde si je me suis pas trompé de formule. Normalement, non, mais oui, c'est bien ça. Mais en gros, oui, c'est ce que nous disait notre prof. Pardon. Voilà. Le BFR.
Et donc ici, après, au niveau des FR, ça nous renseigne sur la politique d'investissement, d'endettement et de rémunération des actionnaires. Parce que les actionnaires ont un très grand rôle là-dedans dans les capitaux. Parce que les capitaux, on les a financés avec les actionnaires qui se sont amenés dans l'entreprise. Et les actionnaires, en fait, ils peuvent enlever leur argent quand ils veulent. S'ils voient que l'entreprise leur verse pas assez de dividendes ou c'est pas assez profitable, les actionnaires s'en vont et, euh, et on se retrouve avec beaucoup moins d'argent dans les capitaux. Et là, c'est la cata au niveau de l'entreprise. Après, du coup, aussi, un truc très important, je crois que j'en parle plus loin, mais en gros, au niveau des dettes financières long terme, donc c'est les emprunts au niveau de la banque généralement, mais les emprunts ne doivent jamais dépasser les capitaux. Ça doit toujours être du 50-50 au maximum. Et c'est mieux si on a plus au niveau du capitaux. Si on a 80%, 20%, c'est très bien. Après, du coup, ça veut dire qu'on peut emprunter plus. Parce que quand on aura, euh, alors, niveau des capitaux, si on a, comme j'ai dit, 80%, et au niveau des dettes, on a 20%, bah, en gros, on pourra emprunter 30%, jusqu'à 30% le, de notre capital. Ça revienne du 50-50. En gros. Voilà. En gros, la banque nous autorisera à emprunter que 30% de notre capital. Après, elle pourra pas. Et en plus, c'est pas bien parce que du coup, la banque aura une puissance, pas une puissance, mais un pouvoir sur nos décisions, vu qu'elle aura plus d'argent que nous, on a littéralement. Donc, c'est très important d'avoir plus au niveau des capitaux que les emprunts. Voilà. Et enfin, une fois qu'on a calculé les FR et BFR, on a la trésorerie. La trésorerie, du coup, ça va être notre FR moins notre BFR. Et en gros, ça va représenter notre trésorerie actuelle, la vraie trésorerie qu'on possède. Et, euh, et en gros, ce qu'on peut faire aussi, on peut aussi la calculer par la trésorerie stable moins la trésorerie circulante. Donc, trésorerie au niveau ici stable. Euh, oui, enfin, en gros, j'ai mis stable et circulante, mais en gros, c'est plus la trésorerie des emplois moins la trésorerie des ressources. Et on retrouve bien celui-là, FR moins BFR. Donc voilà, c'est vraiment les trois formules à apprendre dans cette partie-là. Ensuite, on a la partie des ratios. Et alors, les ratios, c'est un peu compliqué, parce qu'en gros, dans le cours, on en a plein. La dernière diapo, la prof m'a dit que ça servait à rien, littéralement, de l'apprendre. Je vais la mettre. Normalement, vous voyez bien le cours. Ou celui-là, non, je crois que c'était... Ouais, enfin, en gros, les trois dernières, là, elles servent à rien. Les ratios. Et c'est plus celle-là que elle m'avait dit que c'était un peu important. Donc j'ai enlevé ça, je vais revenir sur le tableau blanc. Et en gros, dans le cours, nous a donné un exercice de préparation en DE avec des ratios qu'elle a utilisés qui ne sont pas dans le cours. Et d'après elle, ce seraient des ratios, les ratios importants qui seraient importants et qu'on pourrait utiliser pour le DE. Donc après, ça dépend de chaque prof corrige son DE. En tout cas, nous, elle nous a dit d'apprendre cela et pas ceux qui sont dans le cours. C'est pour ça que j'ai mis ceux-là, mais je suis pas sûr à 100% que ce sera ceux du cours. Mais vu que les ratios seront une petite partie, ce sera une moitié du troisième exercice en gros. Donc on va calculer FR et BFR et trésorerie. On nous demandera de calculer les ratios et de les analyser. Et en gros, du coup, il y en a trois. D'abord la couverture des emplois stables ou le financement des immobilisations. Donc c'est les ressources stables sur les emplois stables. Donc si je reviens sur le graphe, ce sont nos capitaux et nos dettes sur nos immobilisations. Donc c'est la part de nos capitaux et de nos dettes par rapport à nos immobilisations. Donc couverture ou financement des immobilisations, couverture des emplois stables, c'est la part, c'est ce qui va représenter comment on finance nos immobilisations à partir de nos capitaux et de nos dettes.
de nos emprunts à la banque. Et en gros, si c'est supérieur à un, ça veut dire que la structure de l'entreprise est saine. Ensuite, on a l'indépendance financière, avec le capital et les ressources stables. Donc c'est le capital sur les ressources stables. Donc si je reviens dessus, les ressources stables, ce sont la totalité en gros. C'est le capital par rapport à nos emprunts, c'est ce que je disais. En gros, c'est la part de notre capital par rapport à toutes par rapport à tout notre capital propre. Et en gros, si c'est supérieur, je pense que la prof a pas précisé, mais on est ce 0,5 le prenez pas trop en compte. C'est plus une interprétation personnelle, mais c'est pas vraiment sûr. En gros, si c'est supérieur à 0,5, ou c'est peut-être si c'est, je sais plus. Ça veut dire que l'entreprise est indépendante, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En gros, si notre capital est supérieur à nos emprunts, c'est super bon, tout va bien. En gros, on a plus le pouvoir sur notre entreprise. Ensuite, on a le ratio de trésorerie. Donc, c'est l'actif circulant sur le passif circulant. Donc, c'est notre actif circulant. Donc, c'est toutes nos stocks et créances sur euh, les dettes. Et en gros, c'est comment on finance, euh, comment on va payer nos dettes par rapport à nos stocks et par rapport à nos créances. Enfin, non, c'est pas ça. C'est l'actif circulant sur passif circulant. En gros, ouais, c'est ça. C'est dette, finance et stock. Comment, en gros, c'est si c'est inférieur à un. Voilà, parce que si c'est inférieur à un, en gros, ça veut dire que c'est super bien et que les dettes, finances et stock. Voilà. Et puis juste, normalement, je parlais de tout. Et puis normalement, il reste juste un truc, c'est la variation des stocks, j'avais dit. Et en gros, la variation des stocks, ça va être comment le calculer. Normalement, vous n'aurez pas à le calculer, vu que la variation des stocks, généralement, on en parle plus dans les SIG. Au niveau d'exercice, on retrouve beaucoup la variation des stocks. Surtout, elle est quelque part dans les formules, je crois. Non, elle y est pas, c'est pas grave. Mais en gros, la variation des stocks, ça va être comment le calculer? Ça va être c'est égal au stock initial moins le stock final. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi. La variation des stocks, c'est stock initial moins stock final. Donc voilà, j'ai passé à peu près sur tout. On va voir après les exos, mais est-ce que vous avez compris jusque maintenant ou est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose ou tout est bon? Juste, on peut revenir à la dernière slide, enfin, à la fin du PDF, tout en bas. Sur les ratios? Ouais. Ouais. Ouais, en gros, si, par exemple, si pour les couvertures des emplois stables, c'est inférieur à un, on peut dire quoi comme analyse? Je pense que tu peux dire que la structure de l'entreprise n'est pas saine parce que en gros, attends, c'est ressources stables sur emploi stable? Ressources stables sur emploi stable. Ah, en gros, ça veut dire que t'as pas suffisamment de capitaux et d'emprunts pour financer tes immobilisations par rapport à tes immobilisations. Et c'est pour ça, tu peux dire que la structure de l'entreprise n'est pas saine. Ok, ça marche. C'est pour Merci. ça qu'on dit que si c'est supérieur à 1, c'est structure d'entreprise est saine. Voilà. Sinon, vous avez d'autres questions? Bon, ok. Alors, on va voir maintenant. Donc, on va parcourir le TD1. Ça va, c'est rapide. Je vais passer vite dessus. Vous pouvez voir. Je vais prendre la correction plutôt. Si vous voulez que je m'arrête sur un exercice en particulier, dites-le moi, mais je vais passer rapidement dessus. Donc, par exemple, là, exercice 1, euh, nous réunissons un capital de 2 millions d'euros par nos apports. Donc, dans les capitaux propres, on a un capital 2 millions. Et en gros, oui, quand on a le bilan, j'ai oublié de le préciser, quand on rajoute quelque chose dans le passif, on rajoute forcément dans l'actif, et ainsi de suite. Quand on rajoute quelque chose dans l'actif, il y est forcément dans le passif aussi quelque part. Donc là, on amène 2 millions d'euros, donc de notre banque, on aura 2 millions d'euros. Et la banque ici de l'actif, pas la banque comment on appelle ça d'ailleurs? Je reviens ici, j'ai oublié le terme. Des découvertes bancaires. C'est logique. Les découvertes, c'est quand on a du négatif dans notre banque. Donc après, ici,
On veut acheter une machine à 1 600 000 € que nous payons à crédit. Donc 1 600 000 €, c'est un emprunt, on l'a payé à crédit. Et on la met dans immobilisation parce que c'est une machine. Donc immobilisation corporelle, voilà. Après, vous n'avez pas besoin de forcément de savoir comment on les remplit. Parce que il sera ah si, oui, oui, si, parce qu'on vous donnera en fait, on vous donnera les trucs, par exemple, on donnera dette financière long terme de temps, immobilisation corporelle de temps, et je pense qu'il faudra juste savoir où les mettre dans le tableau. Sinon, on vous donnera ces genres de d'énoncés. Donc ensuite, elle a vendu un bien pour 150 000 € et client paye dans 45 jours. Donc si le client paye dans 45 jours, c'est une créance. C'est un crédit qu'il va faire et qu'il va payer dans 45 jours. C'est quelque chose qu'on possède. On ne possède pas encore, mais on va l'avoir. Donc c'est une créance. Et donc créance. Et aussi au niveau du résultat. Donc on va gagner 150 000 € parce que dans le bilan, il y a le résultat. Donc ici, résultat 150 000, créance 150 000. Voilà, il y avait déjà 2 millions. Ouais. Après, elle rembourse une partie de son emprunt qu'elle avait fait de 200 000 euros. De, ouais, son emprunt ici, de 1 600 000, elle le rembourse 200 000 euros. Donc ici, 1 400 000. Et dans la trésorerie, on retrouve en moins. Vu qu'elle le rembourse, elle prend directement de sa trésorerie qu'elle a actuellement, qu'elle a vraiment sur elle. Donc ensuite, ici, l'entreprise a besoin d'une nouvelle machine qui coûte 180 000. Elle réalise un tiers du montant en comptant. Comptant, ça veut dire qu'elle va payer directement, donc ça va prélever de la banque. Donc ici, il y a eu un tiers de 180 000. Et le reste à crédit. Donc ici, si je me trompe pas, oui, voilà. Ici, il va y avoir dans le crédit le reste. Voilà. Et après, on retrouve bien ici, surtout dans les immobilisations, le 180 000 en plus qu'on vient d'acheter. Parce que c'est une machine, donc ça va aller dans les immobilisations. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, quand toujours le total de l'actif est égal au total du passif. Ici, ils ont mis actif, mais c'est passif. Donc, exercice 2, pareil, le compte de résultat. Voilà. L'exercice, là, il y a pas l'énoncé, mais en gros, il y a la correction. Avec le compte de résultat, donc on retrouve les charges, les produits. Pareil, de chaque côté. Donc on a le résultat de l'exercice. Ici, la perte, il n'y a pas de perte. Ici, il y a un bénéfice de 33 000 euros. Donc le total de charges ici n'est pas égal au total de produits. C'est le total général des deux qui sont égales parce qu'on y rajoute justement le bénéfice dans le total de charges. Donc, du coup, compte de résultat, le total général doit être égal, les deux, de chaque côté, du côté des charges et du côté des produits. Et là, pareil, le bilan, l'actif. Donc on trouve les immobilisations, les créances, disponibilité. Donc les disponibilités, c'est nos stocks. C'est pareil, capital, le résultat, les dettes financières, donc les emprunts et les dettes court terme. Et donc toujours le total sont égaux. Le total de l'actif est égal au total du passif. Faut toujours faire gaffe à ça. Donc là, petit exercice d'amortissement. Je sais plus exactement pourquoi on commence à 7 500. Je me rappelle plus. Attendez, juste une branche quelque chose, mais il n'y a plus de batterie. Donc voilà. Alors, je me rappelle plus pourquoi c'est à 7 500. Je sais plus si c'était annoncé dans l'énoncé ou pas. Mais voilà, en gros, on nous dit que c'est 300 000 et que on va chaque fois, du coup, sur 10 ans. Donc 300 000 divisé par 10, ça va être 30 000. Et donc à chaque fois, on va diminuer de 30 000. Et vu qu'on a commencé à 7 500, bah, 27 500 plus 32, plus 22 700, ça va faire 30 000, en gros. Après exercice 3, on a un petit compte de résultat, en gros. Après, un petit bilan aussi, toujours avec les charges et les produits. Donc ça, c'est le corrigé. C'est pour ça que j'y passe rapidement dessus. Il n'y a pas forcément l'énoncé dessus. Donc ils vous disent très clairement, je déposerai les corrigés sur Discord avec tout ce qu'il y a, et puis toujours total de l'actif est toujours égal au total du passif. Toujours faire gaffe à ça.
Et vraiment, les 2 choses à faire gaffe sur le bilan, quand vous rajoutez quelque chose dans le passif ou quand vous rajoutez quelque chose dans l'actif, faut qu'il soit rajouté le même montant, pas forcément sur un seul, mais il peut être dispersé. Le même montant doit être ajouté dans le passif ou dans l'actif, ça dépend si vous l'avez ajouté dans l'actif ou dans le passif. Et toujours le total de l'actif doit être égal au total du passif. Faut toujours veiller à ça. Ensuite, on peut passer sur l'exercice 2, donc l'exo 2, enfin le TD2, pardon. Le TD2 qui est des signes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, hein. Y a pas de souci. Et puis c'est un peu trop zoomé là. Vous voyez bien l'Excel du TD2? Ouais, on le voit bien. Ouais, merci. Donc au niveau ici, du coup, exercice 1, on a le signe, donc je pense qu'on nous avait demandé de l'établir, de calculer, ce qu'on nous demandera pas au TE normalement. Et en gros, on aura ça, on aura ce tableau-là, donc, tout ça. Je pense pas qu'ils nous donneront les pourcentages, mais c'est possible qu'ils nous donnent les pourcentages. Mais s'ils ne les donnent pas, il faudra les calculer au moins sur l'essentiel parce que ça permet de mieux analyser notre rédaction, de dire ah on voit que le BE a diminué de 37%, que la valeur ajoutée a augmenté de 12%, et ainsi de suite. Voilà. Et en gros, voilà, on a les ventes. Donc vente qui est notre chiffre d'affaires. Et donc là, achat et autres charges externes. Et donc du coup, on a notre valeur ajoutée. C'est notre vente moins ça. Le BE, impôts et taxes et charges de personnel. Donc là, ça diminue de 37%. Donc c'est peut-être dû à une charge de personnel, ce qui est le cas, de 41%, les charges de personnel. Ça a vachement diminué notre BE, même si notre valeur ajoutée a augmenté et nos ventes ont augmenté. Parce que c'est dû à une augmentation des charges de personnel, donc peut-être à du recrutement. Donc c'est un peu comme ça l'analyse, faut voir ces trucs-là. La dotation de l'amortissement, bon, 2%, ça n'a pas changé. La 40%, c'est plus dû à l'EBE qu'aux dotations d'amortissement. Là, du coup, résultat, produits financiers de participation, intérêts sur emprunt. Les intérêts ont vachement augmenté, presque doublé. Bon, plus de doublé, oui. Plus de doublé. Et du coup, ce qui a vachement diminué le résultat courant. C'est-à-dire que le BE avait diminué, bah là, le résultat courant a vachement diminué. Donc ça veut dire que, pardon, l'entreprise a vachement augmenté ses emprunts. Donc elle a financé, elle a fait du financement. Elle a peut-être financé dans de nouvelles sociétés, dans de nouveaux objets nécessaires à sa production. Donc elle a recruté, elle a investi, ce qui a forcément des conséquences dans son résultat net. Voilà. Et là, quelques pourcentages, bon ça, je pense pas que ce sera obligé de les calculer, mais bon, ils sont là dans la correction. Et voilà, ça. Puis là, vous avez toute l'analyse de la correction. Donc c'est en gros, c'est un peu ce que je disais, mais plus détaillé. Ça va plus loin. Donc, je pense pas qu'il faudra aller plus aussi loin dans le DE. Mais en gros, voilà, faut bien voir tous les détails et ce qui va pas, où est-ce que ça a augmenté, où est-ce que ça a diminué et à quoi c'est dû. Pareil, exercice 2, on a un compte de résultat, donc charge, produit, total charge, total produit. Et en gros, nous demander de calculer le SIG à partir de ça, je pense. Je me rappelle plus exactement. Et donc là, on voit pareil, la valeur ajoutée a diminué de 40%, parce que on a arrêté la production. Donc on s'est mis, il y a de la marge commerciale. Donc en gros, quand on voit ça, au début, en 2019, c'était ma- pardon, majoritairement, pardon, une entreprise de production qui allait un peu dans la négoce, mais c'était plus dans la production. Et en 2020, plus du tout de production, et c'est vachement dans la négoce. Donc, il y a de la marge commerciale, donc elle achète des produits et elle les revend. Donc, ce qui s'appelle de la négoce, une entreprise de négoce. Donc, la valeur ajoutée est impactée par ça, vu qu'il n'y a plus de production. Parce que la valeur ajoutée, encore une fois, c'est la marge commerciale plus la production, moins la consommation en provenance des tiers, pardon. Et donc, forcément, elle diminue. Qui fait que là, les charges de personnel ont vachement diminué. Encore une fois, il n'y a pas de production, c'est de la négoce, donc il y a beaucoup moins besoin de personnel, donc ils ont dû licencier, qui est logique, sans production. Donc, même si la valeur ajoutée a vachement diminué, le BE reste
approximativement pareil. Le résultat d'exploitation a vachement augmenté. C'est dû aux dotations et amortissements. Vu qu'elle a plus besoin de production, elle a plus besoin d'appareils. D'appareils industriels, des appareils industriels qui ont toujours une dotation et amortissement. Et vu qu'elle est passée sur la négoce, elle a plus de ces appareils, donc elle a plus de dotation, ou presque plus, de dotations et amortissements. Ce qui fait que ça impacte positivement son résultat d'exploitation. Le résultat courant avant impôt, bah, en gros, les intérêts, ils ont vachement diminué. Donc peut-être qu'elle a bah là, pas forcément besoin de faire une grande analyse, mais parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de variations. Mais en gros, en 2019, elle a fait un petit peu de prêts, d'emprunts pour passer justement sur la négoce. Je pense qu'elle avait un peu besoin d'argent pour passer sur la négoce. Donc toujours positivement son résultat courant. Et ensuite, donc du coup, le résultat net qui a doublé. Donc là, on a toute l'analyse ici. Analyse un peu détaillée aussi, hein. Je pense pas qu'il faudra aller aussi loin. Et donc là, quelques pourcentages aussi, il y aura pas besoin de faire. Ce qui est intéressant, un pourcentage qui est intéressant de voir, c'est généralement le taux des personnels par rapport à la valeur ajoutée. Comment la part de la valeur ajoutée qu'on attribue à la charge des personnels. C'est intéressant de voir ça. Généralement, dans la correction, ils en parlent. Puis enfin, exercice 3 encore analysé. Puis voilà. C'est ce que je disais ici. Ça, c'est important. Variation de stock de marchandises. Et là, elle explique très clairement ce que c'est et en quoi c'est important. Et comment ça marche aussi. Pardon. Et en gros, c'est ça. Stock initial moins stock final. C'est notre variation stock de marchandises. Et normalement, variation stock il est ici. Avant même la marge commerciale. Donc il y a la vente de marchandises. Il y a la marge commerciale. Mais c'est surtout une entreprise de production. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de marge commerciale. Voilà. Là, il n'y a pas les commentaires, mais voilà. Déjà, avec l'analyse des deux cycles d'avant, vous pouvez pas mal vous en sortir si vous comprenez comment ça marche. Voilà. Vous avez des questions ou vous voulez que je revienne sur des trucs en particulier ou ça va? Je pense que ça va, s'il y a personne qui répond. Donc, après, dernier TD, celui le TD3. Puis après, on pourra voir vite fait aussi celui de préparation. Donc TD3, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Voilà. Donc, on revient sur le premier exo. Donc l'exercice 1, on a un bilan. Un bilan qui n'est pas c'est pas le bilan fonctionnel, ça c'est le bilan comptable, vu qu'on voit actif et passif, on tire le bilan comptable, c'est pas le bilan fonctionnel. Si ce serait bilan fonctionnel, il y aurait emploi et ressources. Et en gros, ici, là, c'est égal au net, il y a ce truc de net, mais en gros, ce qu'on va prendre dans le FR, BFR et tout ça, dans le bilan fonctionnel, ce qu'on va prendre en compte, c'est que les amortissements qui sont ici, on va les mettre ici, dans les capitaux. Donc on va prendre 22 500, on va les rajouter ici. Et si on met 22 500 ici, ici ça va être 79 500, ça va être le même truc. Donc quand vous avez des amortissements ici, vous les amenez ici, ou quand c'est sur du calcul de FRBFR, ou sur du bilan fonctionnel, pour que le total du passif soit égal au total de l'actif brut. C'est celui du brut qui compte. Donc voilà, il y a la correction, donc le bilan fonctionnel, donc amortissement, il est ici. Donc là, juste capital plus réserve pour détailler les trucs. Donc avec le total qui est le même, et puis le FR, donc c'est les ressources, toutes les ressources stables, moins les emplois stables, et donc ce qui fait que c'est un FR positif. Ici, on a le BFR qui est positif aussi. Donc BFR, ce sera les stocks et les créances, moins les ressources circulantes, donc toutes les dettes à court terme. Par contre, un truc important que j'ai oublié de dire dans le cours, dans la fiche, et toujours, c'est une entreprise, c'est bien quand le BFR est inférieur au BFR. Le mieux pour une entreprise, c'est toujours très important ça. Le mieux, c'est que le BFR soit inférieur au AFR. Et c'est logique, parce que sinon la trésorerie est négative.
Donc pour ça, comme notre prof nous a dit, réduire les dates de paiement de créances, heu, ou des stocks pour diminuer le BFR justement ou, allonger les dettes. Parce que si le BFR négatif, alors là, c'est encore mieux. On verra dans l'exemple en dessous, mais si le BFR est négatif, ça veut dire qu'on n'a pas du tout besoin de fonds de roulement. Donc, ce qui est toujours bien avec le BFR et ce qu'une entreprise cherche, réduire les dates des créances clients ou réduire les stocks et payer le plus loin possible, le plus tard possible, les dettes à court terme. Et enfin, voilà. Et puis, comme je vous ai dit, pour vérifier la trésorerie qu'on a calculée avec FR BFR, on peut calculer comme ça. 2000 moins 3000, ça fait bien moins 1000. Donc la trésorerie, donc là, on peut voir qu'ils ont moins 3000 de découvert. Voilà, exercice 2. On a un bilan actif, passif, donc toujours avec le brut, les amortissements. Donc les amortissements, encore une fois, on va les mettre ici. Donc c'est bien ce qu'on retrouve ici, les amortissements. Et donc du coup, pardon, le total des ressources est égal au total des emplois. Avec la trésorerie du coup qui est négative parce que le BFR est plus grand que le FR. Donc les ressources stables financent les emplois stables parce que avec le FR qui est positif. Quand le FR est positif, ça veut dire clairement que les ressources stables financent les emplois stables et donc que c'est bien, qu'il y a un équilibre financier. Et le BFR qui est financé en partie par le FR, mais en partie aussi par le découvert bancaire. Et donc c'est un problème vu que la trésorerie est de moins 1000. Donc du coup, elle peut demander un emprunt à la banque. Sauf que, comme j'ai dit là tout à l'heure, il y a 87 000 et 60 000 d'emprunt. Donc là, elle pourrait emprunter que 20 000 euros. Donc là, avec la question ici, si elle peut, oui, elle peut, mais il faut faire gaffe parce qu'elle se rapproche vers les 50-50. 50% de capitaux, 50% d'emprunt. Et si, et après, la banque déjà ne pourra pas plus accepter, n'acceptera pas un emprunt supérieur aux capitaux, et surtout, elle aura plus de pouvoir sur les décisions politiques financières de l'entreprise. En gros, c'est ça. Puis là, les petites questions qu'on peut se poser. Donc après, là encore un bilan. Je crois que c'est le dernier exercice. Donc là, on n'a pas plus cette histoire d'amortissement et de brut. Donc voilà le total qui est égal. Vous regardez, vérifiez ça. Donc là, pour l'année N-N, la trésorerie est négative parce que le BFR est vraiment plus grand. Il a doublé par rapport à l'année dernière. Que là, c'était bien. C'était 9000 la trésorerie. Le BFR, les FR finançaient le BFR. Que là, c'est pas le cas. Et là, on peut voir quelques pourcentages d'évolution. Pardon. Et puis on a une petite analyse, juste ici. Et là, on a encore la même chose avec les SIG. Donc vous pouvez voir ça, analyser. Je le mettrai sur Discord, la correction. Donc, pour finir, on peut voir les deux exercices que notre prof nous a donnés. Alors, je vais sortir tout de suite la correction. Je crois que c'est ça. Voilà. En gros, on a ici, on a notre bilan avec l'actif et le passif. Et on nous demande de calculer le FR, BFR et trésorerie nette. Donc c'est l'exercice d'entraînement en DE, mais que pour l'exercice de FR et BFR. Il n'y a que ça. Et justement des ratios. Donc là, on a tout le calcul de la trésorerie, du FR et du BFR. Donc là, on a un FR positif, un BFR négatif, c'est super bien. Donc on n'a pas besoin de BFR, de FR en gros. Et donc du coup, on a trésorerie qui est vachement positive. Vu que ça va être 37 000 moins 28 000, donc 37 000 plus 28 000, ça va être 65 000. Pardon. Et donc on a les ratios financiers de structure. Donc, quand on nous demande des ratios, en gros, c'est les trois que j'ai mis dans le cours. Enfin, d'après notre prof, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc, on a la couverture des emplois stables, et là, c'est ce que je disais, si c'est supérieur à 1, la structure de l'entreprise est saine. Pareil ici, là c'est 0,6, donc elle est indépendante, elle garde son pouvoir de décision majoritaire. Parce que elle a plus de capital que de prêt, que d'emprunt, généralement. C'est ça, que ça veut dire. Et puis après, on a le ratio de trésorerie.
Voilà. Donc, c'est dette financée stock, vu que c'est inférieur à 1. Et donc là, on a une petite analyse. Là, situation financière. Puis après, ici, encore la même situation, avec un bilan, calcul des BFR et tout ça. Donc là, trésorerie négative, parce que encore une fois, le BFR est supérieur au FR. Et ratio encore, là, ratio de structure, ratio de rotation. C'est un autre nom, mais c'est les mêmes. C'est les trois que notre prof nous a donné. Donc peut-être retenir ceux qui sont dans le cours ou les revoir, mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on a vu. Et là, conclure sur la situation financière de l'entreprise, en tenant compte des évolutions. Là, il n'est pas marqué. Je donnerai l'énoncé aussi dans le Discord. Mais là, il n'est pas marqué. Mais en gros, dans le bilan, on voit qu'il n'y a pas de créance. Et quand il n'y a pas de créance, ça veut dire que les clients payent au compte, au comptant. Ils payent directement. Et donc ça peut se refléter une entreprise de distribution. Je sais pas si c'est là, de voir où est-ce que c'est dans l'énoncé. C'est peut-être pas ici, c'était dans l'exercice 1. Voilà, c'est ça, la cour attribuée, pardon. Je confonds les deux exercices. Mais en gros, c'est ici. Dans l'exercice 1, on voyait qu'il n'y avait pas de créance. Et donc, du coup, on peut la relier à de la distribution. Il n'y a pas de stock et c'est des règlements comptants. Voilà, quand vous peut vous demander l'activité de l'entreprise, bah, peut-être une bonne idée, ce serait de voir les créances et les stocks et de voir s'il y a de faibles stocks et des règlements comptants. On peut l'associer à de la distribution. Voilà, je crois que j'ai tout couvert de ce qui était important de voir. Est-ce que vous avez des questions? Dernière petite question sur lesquelles je pourrais venir. Sinon, tout est bon. Et puis j'espère que vous avez tout compris et que ça pourra vous aider pour le DE. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais, ok. Bah, merci à vous, Bah, hein. c'était très bien. Ouais, merci. Vas-y, bonne soirée. Et puis Au bonne chance revoir. pour le DE. Merci, toi aussi. Salut. Merci. Merci Nathan. De rien.